intéressés ou alors se sont clairement ingérés dans les affaires électorales du Cameroun. Nous avons la récente sortie de l'ambassadeur américain et par ailleurs, vous avez fait une communication dessus pour le reprendre violemment. Et nous avons également la position géostratégique du Cameroun dans le golfe de Guinée. Nous avons également le fait que les États-Unis abritent une ambassade qui est la deuxième grande, l'ambassade des États-Unis la plus grande, c'est-à-dire la deuxième dans le monde. Nous avons également une configuration politique qui fait que la majeure partie des forces sociopolitiques sont pro-américaines dans notre pays. Donc, nous avons également vu la future adhésion du Cameroun, si tout se passe bien, au BRICS, ce qui montre que le Cameroun est tourné vers un horizon multipolaire. Et donc, la future administration américaine, au lendemain des élections présidentielles, déterminera la suite des événements politiques au Cameroun. Oui. Quelles seront donc les incidences selon vous? Oh, c'est une très belle question. C'est une très belle question, mais avant de revenir à la question, je voudrais compléter mon développement sur la question de la manipulation des minorités aux États-Unis. Tout ça est fait sous le couvert d'un cosmopolitisme politique. Or, l'Amérique serait le pays où on a dépassé les enjeux raciaux, le carré de race. C'est un pays carrément qui s'est post-modernisé et qui n'est plus dans ce schéma quasi primaire. Mais la réalité est que ce cosmopolitisme de façade vise à masquer, je le répète une fois de plus, le caractère profondément injuste de la structure économique du pays et la concentration de revenus qui en découle dans la minorité de quelques milliardaires, vise à masquer ça à travers une soi-disant générosité au niveau de la citoyenneté qui se serait émancipée des carcans de la race. Mais derrière tout ça, comme je l'ai dit, il y a un grand jeu savamment organisé et bien pensé, opposer les minorités pour, dans le cadre de la, comment on appelle ça, dans le cadre de l'électoralisme. Alors, pour revenir à votre question, il est évident que le Cameroun, qui est au cœur du golfe de Guinée, révèle un caractère stratégique pour les États-Unis. Et d'ailleurs, on peut même dire plus d'ailleurs, c'est-à-dire que l'Occident dans son ensemble sait que son sort va dépendre en grande partie, en très grande partie, de la situation camerounaise. D'ailleurs, nous avons développé cet enjeu lors du dernier congrès du NMP. Nous avons suffisamment expliqué ce que nous avons appelé l'internationalité du Cameroun. Les Camerounais peuvent ne pas être trop au fait de cette situation, mais les Occidentaux, eux, sont au fait, les Américains en particulier. Donc, d'où la, je vais appeler ça. Vous faites très bien de vouloir établir le lien entre cette élection américaine et le Cameroun. Pour comprendre ça, il faut lire l'histoire du Cameroun. Les différents enjeux que ce pays a charriés en termes d'attractivité sur les puissances coloniales, les missions même chrétiennes qui sont arrivées ici. Et une analyse de toute cette dynamique-là va vous démontrer que le Cameroun, vraiment, il a un statut international. Et que c'est-à-dire que c'est un enjeu majeur de l'avenir de notre pays. C'est un enjeu majeur, cet enjeu de l'internationalité de notre cher et beau pays. À la suite de ça, il est évident que la politique américaine dans le golfe de Guinée obéit à un ensemble de paramètres qui ne varient pas, hein, peu importe les changements de façade. L'Amérique doit garantir cet approvisionnement en matières premières.
l'Amérique doit euh, euh, assumer le rôle qu'elle s'est elle-même donné, à savoir les gendarmes du monde. Et cela à tous les points de vue. Donc, fort de tout ça, le Cameroun était un pays majeur avec lequel on ne peut pas jouer. Le Cameroun, c'est un pays majeur. Et d'ailleurs, la crise dans le Nozo a achevé de convaincre ceux qui faisaient semblant de ne pas voir sur la manière dont les Américains, dans le cadre du Cameroun, envisagent la défense et la promotion de leurs intérêts. Avec les Nozo et l'Ambazonie, vous avez le prototype idéal de la façon dont fonctionnent les Américains quand il est question de mettre une région sous leur contrôle. D'abord, on crée une géopolitique du chaos. On déstabilise la région ou le pays par l'érection d'un chaos qui rend le pays ingouvernable, en fait un no man's land. Mais ça profite d'abord essentiellement aux Américains en particulier et aux Occidentaux en général. Donc, le Cameroun n'échappe pas à ça. Il y a le Nozo, il y a aussi Boko Haram. Boko Haram qui a sévi. Il y a la situation de toute l'Afrique centrale, et jusqu'au Tchad, qui sert de maillon intermédiaire avec l'Afrique de l'Ouest. Donc, c'est un très grand enjeu. C'est un très, très grand enjeu, d'autant plus qu'une pareille configuration fait du pays quelque chose qui peut être assimilé au talon d'Achille de tout le système international tel qu'il est organisé actuellement. Il y a un enjeu, ça c'est l'enjeu géopolitique, parlons comme ça, mais il a un corollaire au plan interne. C'est le devenir des bourgeoisies néocoloniales qui ont vu le jour à la faveur de la mise en place de ce régime néocolonial. Donc cette élite-là se pose des questions et se positionne dans l'après-Biya de manière à ce qu'elle ne perde pas, on dit ça, le fil des événements, qu'elle ne soit pas brutalement déclassée, pour ne pas dire totalement humiliée. Donc, du coup, il y a une alliance naturelle qui lie tous ces réseaux-là au réseau français et au réseau américain. Prenons le cas d'un monsieur comme Arafat. Les Américains ont exigé ouvertement sa libération en avouant ouvertement que c'est leur gars, que M. Arafat est leur agent, par exemple. Bon, quand vous regardez les postes que Arafat occupe au Cameroun, vous avez là un exemple parfait de la manière dont on infiltre un pays et un État dans le but d'obtenir de lui un ensemble de concessions, un ensemble de privilèges qui vont dans le sens des priorités d'une diplomatie quelconque. Et en l'occurrence, c'est le cas des Américains. Vous avez dit garantir leur approvisionnement, déjà, et il faut que le pays soit en cohérence avec leur stratégie militaire. Vous savez qu'ils ont créé des Africom ici, des Euro, tout ça, Euro, partout ils ont créé ces choses-là dans le cadre de leur tradition militariste de la vie internationale. Donc, quand ils viennent vers vous, soit vous les assurez les matières premières, soit vous les servez de base opérationnelle pour les opérations militaires, etc. Donc, tout ça traduit le caractère, à la limite, vital du Golfe de Guinée pour les États-Unis d'Amérique. Et le pays qui est au cœur du Golfe de Guinée, c'est le Cameroun. C'est le Cameroun. Vous voyez très bien les liens. Bon, les choses sont claires à ce niveau-là. Donc, cette élection va certainement avoir un impact, c'est clair, un impact sur notre pays. Parce que notre pays ne peut pas ne pas suivre les élections aux États-Unis et qui va devenir président. Donc, ça va avoir un impact majeur, non seulement sur le Cameroun, mais surtout le Cameroun, mais aussi sur le sol du monde et de toute la région Afrique centrale. On aura vraiment un grand impact. Il faut suivre ça de très près. Je terminerai pour conforter mon argument, à convoquer ici les BRICS et le monde multipolaire. C'est un très grand défi pour les Américains. Très grand. D'ailleurs, ces deux sommes-là
au dernier, au dernier, comment on va appeler ça? Bon, ça me reviendra. Donc, je parlais de la question des BRICS et du monde multipolaire. Les, les, les pays africains ces derniers temps-ci en général, les pays, et le Cameroun en particulier, on l'a vu au début du conflit ukrainien, quand les Occidentaux et les Américains donnaient des vétos et des ultimatums aux pays africains de s'aligner derrière. Donc, un pays comme le Cameroun, vous avez observé, tout le monde a observé son positionnement. Le Cameroun a refusé de s'aligner derrière. Bon, ben, il y a un ensemble de textes législatifs qui ont été votés aux États-Unis visant à punir sévèrement, y compris aller jusqu'au niveau d'assassiner les dirigeants et les leaders d'opinion, tous ceux qui vont commercer avec la Russie. Ça a été dit. Donc, je rappelle tout ça pour vous montrer qu'il y a un véritable enjeu. Il y a un véritable enjeu dans le golfe de Guinée, en général, mais surtout, et en conséquence, avec ce qui concerne l'État du Cameroun. Donc, les bourgeoisies locales camerounaises réagissent par un ensemble de stratégies de classe, s'assurer une très très bonne réputation au niveau du FMI, de la Banque mondiale, mais tout ça est sous le contrôle américain, vous le savez. Donc, essayer de rassurer, n'est-ce pas, le tuteur étranger sur le fait que, bon, leur démarche économique ne serait pas antinomique des stratégies américaines. Donc, c'est un grand enjeu. Ce que vous appelez la guerre de sécession au Cameroun n'est pas lisible si on ne tient pas compte des manœuvres, pour l'instant secrètes, des officines américaines, par exemple. Donc, ils sont au cœur. Simon Nagui ne fait pas des sorties par hasard. Donc, c'est parce que ils ne se sont pas encore découragés quant à ce projet qui vise à obliger les États à s'aligner derrière la politique américaine. Ça, voilà les enjeux du golfe de Guinée. Par-delà les immenses richesses naturelles qu'il y a là-bas, voilà le vrai enjeu du golfe de Guinée. Et pour cela, ce golfe de Guinée est vital pour les États-Unis. Et donc, le Cameroun est vital pour les États-Unis, qui suivent de très près ce que d'aucuns appellent la succession du vieux. Mais je n'ai pas voulu entrer dans un approfondissement géospirituel. Mais ceux qui étaient au Congrès ont su tout ce que nous avons dit par rapport à ces enjeux-là. Donc, nous sommes à un grand tournant, notre pays avec le Cameroun, un très très grand tournant, dans lequel ce qui est en jeu, c'est la chute de l'Occident en général et la chute des États-Unis en particulier. Maintenant, eux, ils réagissent. Ils ne restent pas comme ça, ils réagissent. Ils essayent de tout faire pour conjurer ça. Mais nous disons, c'est peine perdue. Et c'est ça aussi l'enjeu du Cameroun face à ce qui se passe aux États-Unis. Bon, maintenant, si vous voulez que je sois plus factuel, oui, entre Trump et tel, tu vas choisir qui? Trump ne sera pas élu pour défendre les intérêts des Camerounais. Il ne sera pas élu ni Kamala Harris pour défendre les intérêts de notre pays. Même quand il s'agit des États-Unis, ils ne sont pas élus pour défendre les intérêts des populations américaines. Puisque vous avez affaire à un État qui lui-même est soumis à des puissances occultes financières extrêmement organisées qui peuvent faire chanter n'importe quel État. Et d'ailleurs, en ce sens, on se souvient des propos de Donald Trump, je crois, à l'Assemblée générale des Nations Unies, où il a posé le problème en disant que son pays n'est pas souverain. Mais si Donald Trump nous dit que son pays n'est pas souverain, mais nous, là, on va dire quoi? C'est que l'Amérique, au-delà des apparences, est tenue par un État vraiment profond qui dicte, qui commande les politiciens et le politique. Donc, il y a un grand enjeu pour le Cameroun.
Parce que dans un contexte de basculement multipolaire, il faut être extrêmement vigilant, très très vigilant, pour ne pas être surpris par un coup lâche d'un pays comme les États-Unis. Donc, ben, écoutez, les problèmes de succession au Cameroun, le NMP n'aborde pas ça comme d'autres partis. N'abordons pas ça comme d'autres partis. Et cette spécificité du NMP par rapport à l'approche liée à la question, c'est toujours distingué des autres forces politiques par un discours assez original, assez original, un discours géospirituel, qui anticipe toujours sur le mouvement géopolitique mondial tel qu'il est actionné par les puissances, par les puissances centrales, les puissances périphériques, etc., les puissances régionales. Donc nous maintenons ça. De ce point de vue-là, Trump ne nous a rien fait. Les 4 années où il était au pouvoir, il n'a pas donné de leçon à un pays, à un dirigeant africain. À lui-même, il s'en fichait carrément de l'Afrique. Alors nous parlons, ben, l'OTAN, sous le magistère des démocrates, est dans les manœuvres dans le Sahel pour embraser tout ce vaste territoire. Du coup, la différence est faite. Je ne parle pas des tensions qu'on est en train de réactiver dans le Moyen-Orient. Chacun voit très bien qu'il y a une soif de guerre de la part d'un parti, le Parti démocrate, qui certainement agit pour le compte des puissances qui vendent les armes et qui ont intérêt à ce que la guerre perdure partout. Donc, la différence est très faite entre cette démarche-là et celle de Donald Trump. Merci, Président Badakani, d'avoir disposé de votre temps pour cette édition face à vous et face à l'actualité. Nous finissons cette édition en retenant que le slogan que les États-Unis brandissent, c'est-à-dire One Man, One Vote, ne signifie pas que tous les votes sont égaux. Oui. Ne signifie pas que tous les votes sont égaux. Ce qui nous permet de conclure par vos mots que les États-Unis ne sont pas une démocratie, mais plutôt, je vous répète, une criminocratie. À nous revoir, à très bientôt, Monsieur le Président. Nous sommes très heureux d'avoir passé cette entrevue avec vous. Nous remercions toute l'équipe qui accompagne ce travail. Nous vous remercions pour l'effort supplémentaire que vous avez fait pour le bien de nos internautes. Okay. Nous saluons la commodération avec M. Bouyamousso Jules Constant. Merci. Nous terminons cette émission sur ces mots et nous souhaitons de nous revoir à très très bientôt pour une nouvelle édition. Nous saluons votre immensissime dans des questions politiques, géostratégiques et géopolitiques. Nous sommes très heureux de vous avoir auprès de nous et en espérant que ce soit pour le bien de tous nos internautes. À très bientôt, au plaisir. Ben, le plaisir était le mien. Nous sommes au service de l'activité qui nous lie à ceux qui, à nos abonnés, à ceux qui croient à ce que nous faisons, qui sont attachés à la page officielle du parti, en attendant les développements qui suivront quant à l'évolution numérique de nos plateformes. Merci, Monsieur le Président. C'est moi qui vous remercie.